don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Pierre-Luc, Salut! comment ça va? Ça va super bien, super content d'être ici. Oui, en ce beau vendredi, on a eu beaucoup de chaleur. Ouais, C'était un petit peu mortel. Comment t'as vécu ça? Ça a été pas pire, on a installé des clims justement cette semaine. mon Fait Dieu. qu'on a été pas pire. Une chance. Ouais. Niveau de ta charge de travail, ça ressemble à quoi récemment? Non? Très occupé cette semaine ouais, aussi. Ouais, on a eu le lancement d'une nouvelle division. Je donnais des formations au Cirque du Soleil aussi dans le Vieux-Montréal. Super expérience. C'était très diversifié aussi. On a fait plein de trucs. Ouais. OK. Puis tu m'as parlé tantôt dans le corridor que tu lançais, atelier. Oui. Right? Est-ce que veux-tu qu'on se lance là-dessus avant qu'on développe plus sur ton domaine? Ben oui, absolument. En fait, Right. Atelier vient d'un besoin d'une industrie. Tu sais, je travaille beaucoup en créativité et innovation. C'est vraiment notre spécialité. On travaille là-dedans. Donc, tout ce qui est jeux vidéo, divertissement, publicité, marketing, cinéma, télé, etc. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a quand même une espèce de crise économique qui se passe en ce moment. Ah bon? Il y a eu quand même beaucoup aussi de coupures gouvernementales par rapport aux subventions en jeux vidéo. Ah, OK, je savais pas. Okay. Oui, beaucoup. Jeux vidéo, effets visuels, on est passé de 8 000 à 4 000 employés cette année. Au niveau de publicité marketing aussi, il y a quand même un creux de vague. Ouais, Donc, nous, en faisant du recrutement, on s'est retrouvé un petit peu le bec à l'eau dans les derniers mois. Ça n'a pas été super facile, mais en même temps, ce qui a beaucoup augmenté au niveau de la demande, c'est le développement des compétences, justement la résilience, la formation, le coaching, l'accompagnement, ce qui nous a amené vraiment à créer cette nouvelle division-là, justement, pour venir accompagner les gens dans le changement, dans le chaos, puis s'assurer, dans le fond, que les gens demeurent heureux au travail. Donc, ça a été beaucoup de travail, puis on a lancé ça mardi. Puis, en contexte économique actuel, c'est vraiment, quand tu parles de récession, en tout cas de ralentissement économique, en tant qu'employé, qu'est-ce qu'on peut faire pour se renouveler ou garder? Garder son poste, s'assurer de grandir dans l'entreprise quand c'est un petit peu plus difficile peut-être. Oui, moi je travaille beaucoup dans justement des milieux qui sont beaucoup dans l'innovation, puis la technologie, tout ça, donc se garder au courant justement au niveau de la développement des compétences, se familiariser avec l'intelligence artificielle. Plein de monde ont peur que ça vole leur job, etc. Mais moi je vois ça comme un outil plus que d'autres choses là dans le fond. C'est drôle. Je pense que l'intelligence artificielle s'en va pas nulle part, puis d'apprendre à travailler avec ces outils-là justement, puis de les prendre à son avantage, de développer. Moi je l'utilise à tous les jours, puis moi je conseille aux gens vraiment de se familiariser avec ces nouvelles technologies-là. Puis aussi oui, on est dans un ère d'hyper-spécialisation. Il y a des gens qui ont des spécialités extrêmement pointues dans les domaines dans lesquels on travaille. Puis de développer justement leur versatilité, c'est quelque chose qui est pas mauvais non plus, justement, d'apprendre d'autres métiers. J'ai vu des gens faire des 180 par rapport à leurs compétences, que ce soit en jeux vidéo, en effets visuels, en publicité, puis de venir vraiment développer d'autres champs pour être versatile puis de répondre à un marché changeant. Puis au sein d'une entreprise, d'aller développer ces compétences-là? Absolument. Oui, Okay. absolument. Justement, de venir apprendre d'autres métiers, que ce soit dans une production, tout ça, de venir développer ses compétences tout le temps, ça peut faire en sorte qu'on devient justement essentiel à l'organisation. Parle-moi donc de ton entreprise, s'il te plaît. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Rome, on est une entreprise de 15 personnes. On est basé à Montréal et Vancouver. On pensait ouvrir en Europe. C'est un plan qui a été un petit peu mis sur glace à cause justement du contexte économique actuel. Nous, on fait 3 choses. Recrutement, ressources humaines et formation, spécialement dans les domaines créativité et innovation. Donc, comme je disais tantôt, jeux vidéo, animation, cinéma, publicité, marketing, etc. Donc, on travaille vraiment, on baigne dans l'innovation, on adore les produits créatifs. On a travaillé sur des projets d'envergure, justement, au fil des 7 dernières années. Oui, tu veux-tu me parler un petit peu, tu m'en as parlé tantôt, là, mais pour les auditeurs, veux-tu me parler des gros noms que vous avez travaillés ensemble? Oui, on est chanceux, on a des clients extraordinaires. On travaille beaucoup avec le Cirque du Soleil, justement, sur plein de productions à travers le monde aussi. Donc, je suis allé à Las Vegas récemment faire le tour. Donc, ça a été quand même assez cool. On a travaillé sur des gros projets cinématographiques aussi. Stranger Things, Game of Thrones, Top Gun, etc. On travaille aussi sur des gros jeux vidéo qu'on peut pas nommer en ce moment, mais qui s'en viennent, qui vont vraiment être cool. Puis on travaille aussi avec plusieurs agences de pub là, sur des grandes campagnes. On travaille pour des festivals aussi, des médias. Donc, c'est vraiment le fun de baigner dans ce domaine-là. Moi, c'est tout ce que je connais. Ça fait 20 ans que je fais ça. Donc, je connais pas autre chose. Le corpo, ça me parle pas, ça m'a jamais parlé. Puis, je fitterais pas dans ce cadre-là non plus. Ben, c'est intéressant. On va pouvoir parler de ton parcours aussi juste après. Là, mais on parle souvent qu'à Montréal, c'est un peu la plaque tournante des effets visuels, des nouvelles technologies par rapport à ça. Ben, ça doit être vrai, mais c'est quoi la réalité un peu sur le marché? Pourquoi Montréal est vraiment sa map par rapport à ça?
Oui, ben moi je dirais encore plus grand. Je pense que Montréal est connu pour la création. La créativité en général. Je pense que le produit créatif qui sort de Montréal, justement, quand on pense au Cirque du Soleil, à Ubisoft, à des festivals, de la musique, donc tout ça. Donc je pense que Montréal se positionne vraiment comme un pôle de créativité. Puis autour de ça, il y a plein d'initiatives gouvernementales qui sont nées de ça, justement, les fameux crédits d'impôt qu'on parle, que ce soit pour des tournages, pour des productions en post-prod, pour de la création, qui a beaucoup aidé à ça. Puis il y a aussi un modèle d'éducation qui s'est formé autour de ça. On a un système public quand même assez extraordinaire quand je nous compare à d'autres capitales dans le monde. Là. Quand on parle justement en jeux vidéo, tu sais, il y a le Cégep du Vieux-Montréal a une technique en animation 3D super cool. À l'étranger, des gens vont payer des dizaines de milliers de dollars dans des écoles privées pour apprendre ces métiers-là. Puis nous, que ce soit au niveau de l'art, mais aussi au niveau de la technologie, tu sais, il y a l'Université de Sherbrooke en développement logiciel qui est assez extraordinaire, le TS, la Polytechnique. Donc, je pense que tant au niveau technologique qu'innovation, il y a un écosystème quand même assez favorable qui s'est développé au cours des dernières années. Puis je trouve que la créativité montréalaise est quand même assez exceptionnelle. Ben, clairement, c'est coloré. On le voit à Montréal, c'est le fun. Puis c'est un peu pour ça que j'ai décidé d'habiter ici aussi, parce que ça bouge. Puis c'est créatif. C'est un domaine en marketing. Tu te places bien, en tout cas, pour développer tes projets-là. Puis absolument. C'est super cool d'avoir cette réputation-là à travers le monde. Puis justement, juste qu'on parle des frais universitaires, mais tout ça, mais d'avoir une option accessible. Oui. Quand on se compare aux États-Unis, c'est quasiment, tu t'endettes là, pour aller étudier quelque chose qui est semblable. Fait que profitez-en. C'est très cool. Oui, on a des bacs en création de jeux vidéo. Moi, j'enseigne à l'UQAT en création de jeux vidéo. Puis la qualité des bacs a fait compétition avec les grandes institutions internationales. Là, puis justement, pour le coût qu'il y a, c'est assez exceptionnel. On est chanceux. Puis au niveau des opportunités d'emploi pour les gens qui graduent de ces domaines-là, ça ressemble à quoi? Bien, je t'aurais dit d'autres choses il y a 3 ans. Je te dirais que pendant la pandémie, nous, les demandes ont explosé. Okay. Au niveau que ce soit en jeux vidéo, en effets visuels, en publicité marketing, en création, la demande était très, très, très grande. La plupart des gradués avaient 3-4 offres d'emploi avant de graduer. C'était quand même la guerre des salaires, grosse compétitivité. Il fallait faire beaucoup de recrutement international aussi pour les différents projets. On ne répondait pas à la demande. Là, malheureusement, on est dans le creux d'une vague. Je pense que c'est vraiment juste une vague aussi. Puis, tu sais, je veux rassurer. C'est temporaire, c'est ça. C'est temporaire, mais les gradués capotent un peu en ce moment. Ça va être stressant. Parce que quand ils se sont inscrits à leur bac ou à leur formation il y a 2-3 ans, on leur disait que c'était en grosse pénurie de main-d'œuvre, que c'était le plein emploi. Puis là, on est dans un contexte complètement différent. Donc, moi, j'en rends compte, c'est là, les gradués, ils graduent maintenant, là. Puis, ils sont quand même en état de panique parce qu'ils n'ont pas connu autre chose. Moi, j'en ai connu d'autres creux. Fait que je suis assez optimiste que ça va remonter. Mais pour les personnes qui graduent en ce moment, c'est assez difficile en création. Ouais, fait que le truc, j'imagine ou le conseil, du moins, ça serait de développer ses compétences par rapport à ça, d'aller chercher d'autres aptitudes pour intéresser un employeur davantage, ou peut-être même de se partir à son compte puis de créer ses propres projets. Je pense que là, c'est même si tu ne crées pas nécessairement une entreprise par rapport à ça, c'est quelque chose que tu mets dans ton sac à dos de plus, sur ton CV. « Hey, j'ai pu bâtir ça, on my own. Imagine ce que je peux faire au sein de ton entreprise. » Fait que je pense que c'est une mentalité de même qui est intéressante. Je travaille avec des petits indépendants. Il y en a un avec lequel je travaille ils ont bâti une entreprise suite à un projet universitaire. That's it. Oui, c'est des gestionnaires de 26 ans. Ça fait 5 ans qu'ils sont en affaires à développer des jeux vidéo, justement, parce qu'ils voulaient faire les choses à leur façon. Fait que oui, justement, l'entrepreneuriat, quand on est jeune comme ça, on peut toujours créer. Puis un créatif, ça peut toujours créer. T'sais, peu importe on est où, on peut toujours s'impliquer 100%. Dans des projets, puis que ce soit au niveau du bénévolat, que des associations, que des événements. Moi, j'encourage les jeunes à continuer à s'investir, puis à travailler sur que ce soit leur portfolio ou leur travail créatif. Oui, parce qu'on est fuel par la passion. T'sais. Quand on aime ce qu'on fait, autant aux études, puis c'est ça que je dis souvent aux gens qui sont démotivés un peu par les études ou même leur emploi, mais essaye de trouver des choses qui te rendent un peu ton parcours plus facile, parce que c'est beaucoup moins difficile, moins d'obstacles quand tu aimes ce que tu fais, évidemment. Là. Je dis ça parce que j'ai un ami justement qui a pris une pause des études puis qui a décidé de revenir aux études. Puis que là, évidemment, il y a des excellentes notes dans ses cours parce qu'il aime ça puis il réussit bien. Fait que c'est un lien de causalité, là, 100%. Oui, absolument. Puis moi, je travaille avec des métiers assez techniques et très spécialisés. Puis souvent, justement, les gens viennent me demander, genre,
dans quelle spécialité je devrais me diriger, et où la demande. Puis il n'y en a pas de réponse à ça. Moi, la réponse que je leur dis toujours, c'est fais ce que t'aimes. Parce que tu vas le faire vraiment souvent. Tu sais, si par exemple, tu te spécialises en design d'environnement ou en personnage ou en animation, tu sais, moi, je travaille sur des projets où je vois par exemple une pièce artistique qui est à la version 89. Ça veut dire que la personne a travaillé 89 fois sur la même affaire. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tes journées vont être vraiment longues. Oh oui, donc, 100%. Moi, je trouve que, surtout pour les créatifs, d'essayer de fitter dans un modèle qui est en demande versus faire ce qu'ils aiment faire, c'est un piège quand même. Je pense que si les créatifs, justement, font ce qu'ils aiment, puis qu'ils sont passionnés par leur travail, puis qu'ils focusent là-dessus, les opportunités vont venir. Ils vont trouver une manière comme une autre de faire de l'argent puis d'être rentable ou du moins de subvenir à leurs besoins. C'est drôle un peu, la vie est faite de même, mais quand on se lance en affaires aussi, tu n'as aucune chance d'avoir en fait, tu as plus de chances de ne pas avoir de revenus que d'en avoir, mais tu te lances dans le vide, puis là, tu dis, OK, tu crées tes propres opportunités, tu fais du référencement et tout ça, des gens qui entendent parler de ton travail, puis tu réussis de cette manière-là, tu rencontres des bonnes personnes aussi, mais pour vrai, faut pas se décourager, puis regarder les statistiques, tel métier a plus de chances de rentrer, pour vrai, parce que sinon, c'est décourageant, en fait. La même chose pour l'entrepreneuriat. Je pense que de se partir en affaires pour faire de l'argent, c'est déjà un fait en partant. C'est biaisé. C'est biaisé. L'argent est une conséquence d'un succès, c'est pas un objectif. Moi, c'est ça que j'ai fait. Là, j'ai fait de ma passion mon métier, puis je pense que tu peux pas apprendre ça à personne. Puis quand on fait ce qu'on aime, selon moi, le succès vient. Ça a été quoi le saut, quand tu as fait le saut en entrepreneuriat? Moi, j'ai toujours travaillé pour d'autres gens et j'ai travaillé pour des grandes organisations où il y avait des choses qui étaient quand même un peu carrées, puis j'ai toujours voulu faire les choses à ma façon. J'étais toujours un peu bloqué dans mes affaires. J'ai toujours eu une volonté de faire les choses comme moi je voulais, faire les choses différemment aussi. Puis j'ai eu une opportunité, c'est ça, il y a 7 ans, là, où est-ce que j'ai décidé de me lancer en affaires, mais je l'ai fait vraiment de façon graduelle. Moi, j'ai fait mon plan d'affaires pendant que j'étais employé. Wow. Puis à partir du moment où j'ai signé mon premier client, là, j'ai démissionné. Okay. Fait que ça a été vraiment comme un switch graduel. Là. Et on n'en parle pas souvent, je trouve, les gens qui disent, on voit souvent sur les réseaux sociaux, excuse-moi, faut que tu te lances à 100%, puis il faut que tu construis ton parachute en tombant dans la falaise. Ouais. Mais je pense qu'en réalité, il y en a beaucoup que c'est pas médiatisé, là, mais qui ont toujours un travail à temps plein et qui développent ça on the side jusqu'à temps que ça soit rentable, ou du moins que ça équivaut à leur revenu stable, tu sais. Puis là, après, OK, là, je suis prêt à me lancer. Mais je pense que c'est une des meilleures décisions que tu peux faire, tu sais, financièrement, du moins. Surtout si tu as des responsabilités. Si tu as des enfants, tu as une famille, tu as une maison, tu as beaucoup plus de factures. OK, mais si tu es tout seul célibataire, c'est une autre réalité. Oui, mais le saut, moi, je me suis surpréparé. Puis je dis toujours que, tu sais, l'entrepreneuriat, pour moi, en tout cas, j'ai eu l'impression que je me suis préparé à sauter en bas d'un avion. Puis quand je l'ai fait, c'était en bas du trottoir. OK, c'est ça. Tu sais. On voit comme, OK, ça va être la fin du monde, c'est genre all in or nothing, puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Exact. Puis, tu sais, le risque, oui, il est là, mais surtout dans mon industrie, je suis une industrie de service. Donc, le risque était quand même assez minime. Tu sais, j'avais pas des investissements énormes à faire pour me lancer en affaires. Puis, j'avais une bonne connaissance de mon marché aussi, puis j'aime ce que je fais. Mais à partir du moment où on a le mindset d'arrêter de penser qu'on va avoir un salaire fixe à chaque 2 semaines, puis de s'enlever de ce mindset-là au niveau de la sécurité financière, après ça, le reste, ça va quand même bien. Mais les gens qui écoutent ça, ils vont dire « Ouais, mais ça a l'air facile pour toi, Pierre-Luc, mais comme les gens qui ont peut-être un blocage mental face à ça, de se dire « C'est rassurant d'avoir aux 2 semaines un chèque de paye qui rentre parce que j'ai des trucs à payer. » Ouais. Comment on fait pour sortir de cette mentalité-là? Premièrement, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. 100%. Ouais. Donc, ça se peut très bien que les gens qui veulent une sécurité financière puis une stabilité haute, peut-être que l'entrepreneuriat, c'est pas pour eux aussi. Ça prend quand même un certain goût de l'aventure puis une relation avec le risque assez saine quand on se part en 100%. Affaires. Puis je pense que si on n'a pas ça, justement, peut-être que c'est pas le bon moment. Ou peut-être de s'associer avec d'autres mondes aussi. Ça pourrait être intéressant aussi d'aller joindre à un groupe qui est comme nous, puis qui peuvent nous assurer aussi une certaine sécurité. Ça m'amène au sujet que je voulais te parler, c'est l'intrapreneuriat. Tu sais, c'est comme, c'est très clickbait, l'entrepreneur. Tout le monde, quelqu'un qui réussit dans la vie, se part une entreprise, puis il fait des millions par année. Mais attends, là, pour vrai, là. L'intrapreneuriat, ça peut être mieux et aussi mieux valorisant qu'être entrepreneur, parce que, disons que tu as un 2e ou un 3e dans une entreprise, tu n'as pas le stress financier là, de l'entrepreneur. Mais tu as la valorisation d'un entrepreneur parce que tu as tes propres projets à l'interne.
c'est ça essentiellement un entrepreneur, c'est quelqu'un qui part des projets, qui en gère, qui va chercher des employés, des gens pour grandir avec lui. Oui. Fait que je trouve que c'est génial. C'est peut-être des qualités que les gens qui sont intrinsèques, tu sais, que moi, je me vois pas comme un entrepreneur, mais j'aimerais bâtir des projets, tu sais. Je sais pas trop comment, mais j'aime ça être encadré aussi. Mais essaye de développer cette carrière-là. Absolument. Moi, je rencontre plein de gens qui me disent « Moi, je suis un excellent numéro 2 ». Puis c'est ça, puis ils s'assument, puis c'est vrai, c'est bon. Oui, absolument. 100%. Puis tu sais, on glorifie quand même le métier d'entrepreneur, Exact. tout ça, mais ça vient avec des épreuves. C'est difficile. C'est difficile, puis c'est pas pour 100%. tout le monde. Donc, oui, absolument, de penser à l'entrepreneuriat, puis de faire sa marque, peu importe, avec un groupe de gens qu'on aime, passionnés, pas obligé d'avoir notre nom en haut de la liste pour pouvoir avoir du succès, clairement. Puis, je serais curieux un petit peu de voir ta réalité. Tu as dit que tu as une grande famille tantôt. Oui. C'était quoi? T'as-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur. Ça ressemble à quoi? Est-ce que t'as des parents entrepreneuriaux? Ben non, ou pas du tout. Vraiment? OK. Explique-moi ça. Ta sœur aussi, ça ressemble à quoi? Ouais, non, ma sœur est enseignante au primaire. OK. Je l'adore. Mais moi, j'ai grandi dans le nord du Québec. Ouais. Petit village, Lebel-sur-Quivillon, 2000 habitants. Wow. C'est le plus québécois, hétéro, blanc, francophone que tu peux penser. Ouais. Moi, j'ai toujours été différent. J'ai grandi, je suis une personne gay, puis ça a été quand même... Je flashais dans le tas, mettons, quand j'étais plus jeune. Ouais. Oui, puis moi, depuis que je suis tout jeune, je rêvais là, de la grande ville, puis tu rêvais de Montréal? J'avais des idées de grandeur, absolument. Hein? Fait que j'ai toujours été quand même en marge des choses, mais non, mon milieu, c'est mes parents, mon père travaillait dans une usine, ma famille, c'est très, très, très traditionnel. Okay. Puis moi, j'ai toujours voulu faire les choses différemment, fait que ma famille n'était pas une famille d'entrepreneurs, là. J'ai fait ça tout seul. Ouais. Bonne question pour toi. Ça a été quoi la perception quand tu as décidé, moi je déménage à Montréal, des gens autour de toi? Ils n'ont pas eu le choix. C'est sûr, mais j'y vais pareil. Oui, c'est ça, exact. Non, ils l'ont bien pris, ils savaient. Là, c'était quelque chose que je disais. C'est une opportunité. Haut et fort, oui, absolument. Puis à quel âge que tu as déménagé? À 17 ans. Quand même. Okay. Dans ces villages-là, il n'y a pas de cégep. Donc, après le secondaire, si tu veux avoir une éducation supérieure, il faut s'en aller. Okay. Moi, je suis parti après mon secondaire 5. Puis d'être implanté dans une grande ville comme Montréal, ça a été quoi à 17 ans? C'était-tu stressant? C'était-tu genre, non, c'est génial, j'adore, je suis capable? Moi, j'ai trippé à partir jour 1. Oui, absolument. D'être personne sur la rue, là, c'était pour moi un grand plaisir. D'être une personne? D'être personne, que personne me connaisse. Okay, de me fondre dans la foule. Oui, je comprends. Moi, j'ai trouvé ça incroyable comme sentiment. Dans un petit village, absolument. Tout le monde se connaît. Oui, puis quand tu es différent, ça vient avec ses défis. Donc, moi, j'ai trippé sur la ville, la culture, l'accessibilité, le potentiel, puis les possibilités aussi. Puis j'ai plongé en plein dedans. Ouais. C'est cool parce qu'on entend souvent les gens, je pose cette question-là au niveau de la réalité entrepreneuriale dans la famille parce que tu peux avoir les deux, tu sais, des gens, des parents, des soeurs, des frères et tout ça qui t'encouragent dans l'entrepreneuriat. Puis il y en a d'autres qui vont dire non, tu sais, fais-le pas. Tu sais, j'ai mon oncle Richard qui s'est planté. Fait que ça veut dire que toi aussi tu vas te planter, tu sais. Oui. Fait que c'est comme... C'est drôle d'avoir les deux perspectives par rapport à ça, mais quand tu t'es lancé en affaires, tu en as sûrement parlé à tes parents, savoir, je veux me lancer. Tu sais, mettons, t'en penses quoi? Oui, premièrement, le métier que je fais est quand même assez flou, puis je pense que ça a pris difficile à l'expliquer. Oui, ça a pris un peu de temps pour ma famille de juste comprendre qu'est-ce que je faisais dans la vie. Ouais. Ça a pris un petit bout, mais ils ont compris justement quand je me suis mis à l'expliquer, mais non, ils m'ont toujours supporté dans mes projets, puis encouragé là, Très cool. Dans tout ce que je faisais, oui, absolument. Au niveau de l'expérience candidat, des ressources humaines, qu'est-ce qu'un candidat cherche en 2024 qu'il ne cherchait pas pendant la pandémie, mais... Avant aussi. Moi, ça fait 20 ans que je passe du monde en entrevue, puis je le vois, puis je le remarque aussi. Okay. Je te dirais qu'il y a quelques années, quand on parlait justement aux gradués, les questions qu'ils posaient par rapport au choix de leur entrepreneur, de leur employeur, étaient vraiment par rapport à la technologie, les projets, le salaire, les possibilités d'avancement. Aujourd'hui, on est complètement ailleurs. Quand je parle aux gradués qui entrent sur le marché du travail, on parle d'équilibre travail-vie. Il y a une grosse quête de sens aussi. Je pense que de plus en plus... Au travail? Ah oui, absolument. Pourquoi et pour qui on travaille? C'est pour ça que je trouve que tout ce qui est les certifications B Corp, etc., donc de savoir où va l'argent, pour qui je travaille puis pourquoi je travaille, c'est des choses que les gens demandent beaucoup. Ils demandent beaucoup, c'est quoi les valeurs de l'entreprise? C'est qui est à la tête de cette organisation-là? C'est quoi l'impact de l'organisation sur la société? C'est des choses qu'avant, personne ne nous demandait.
puis qu'un candidat ou une candidate junior arrive en entrevue puis dit c'est quoi vos valeurs d'entreprise, c'est comme moi je trouve ça super cool. Puis il y a plusieurs employeurs qui sont pas prêts à répondre à ces questions-là parce que c'est pas défini. Puis ça aussi ça cause des défis par rapport aux employeurs puis comment eux bâtissent leur marque employeur parce que c'est des choses que les gens veulent savoir justement. Fait que ça fait un effet dans le sens OK, wow, mes futurs employés se posent ces questions-là, ben il faut que je mette l'emphase là-dessus. Absolument. Les possibilités d'apprentissage, ça, c'est aussi des choses que les gens demandent beaucoup. Okay. Donc, le développement personnel, les valeurs d'entreprise, l'équilibre de vie versus travail, c'est des choses que les gens recherchent beaucoup, beaucoup. Puis qu'il y a 10-15 ans, quand je passais déjà en entrevue, c'était pas vraiment demandé. Comment on implémente ça dans une entreprise, d'après toi? Tu veux dire une culture saine? Une culture moderne d'entreprise. Ben moi, je leur dis toujours, tu sais, souvent les gens, surtout à la tête des grandes entreprises que je rencontre, vont se rencontrer en comité exécutif à se casser la tête en disant, bon, comment on s'adresse à cette main-d'œuvre-là? Puis moi, la réponse que j'ai claire pour eux, c'est, est-ce que vous leur avez demandé? Puis souvent, ils font comme « Oh mon Dieu, j'ai jamais pensé à ça. On va leur demander qu'est-ce qu'ils veulent. » Tu sais, justement, par rapport à sonder sa gang, parler à votre monde, ouvrez les portes, justement, sortez de vos meeting rooms puis des brainstorms, puis allez demander aux personnes concernées qu'est-ce qu'ils cherchent. Donc, peu importe la spécialité, c'est sûr que moi, je travaille en création, mais même si on travaille dans des usines ou en construction, allez demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent, puis adaptez-vous à eux versus attendre que les CV entrent ou que le changement s'opère d'une façon magique. Puis tu me diras si j'ai tort, mais j'ai l'impression que les futurs employés cherchent une flexibilité de travail. Oui. Bon, l'horaire, évidemment, mais est-ce que je suis obligé de travailler au bureau, à distance? Est-ce que je peux travailler de chez nous? Est-ce que je peux travailler, je sais pas, dans un resort pendant 2 semaines tant que j'ai une connexion Wi-Fi? Ouais. C'est quoi, selon toi, l'avenue, un peu le futur des entreprises? Est-ce qu'il y a un mode hybride qui devrait être implanté? Est-ce que c'est possible pour chaque entreprise d'offrir cette flexibilité-là, tu sais? Ben, moi, je pense que oui. Je pense que hein? si on veut être flexible, on peut. Ouais. À moins de contraintes X, là, mais je pense que la pandémie nous a fait accélérer à grand V là, par rapport à la flexibilité pour au travail à la maison. Mais aussi, je pense qu'il y a un gros aspect qui a changé dans le milieu du travail, c'est la relation avec le temps supplémentaire. Tu sais, les gens... Surtout la jeune main-d'œuvre ont quand même une réticence par rapport à se brûler au travail, chose que je trouve très bien. Ma génération, moi, je suis un vieux millénial, on est dans les taux d'épuisement les plus hauts qu'on a jamais eu au monde par rapport au burn-out. Justement, les frais d'assurance collective sont en flèche, que ce soit les médications d'antidépression, tout ça. Donc, les arrêts de travail sont très fréquents. Puis, je trouve justement que la main-d'œuvre qui entre sur le marché du travail est très au courant de qui ils sont puis de leurs limites. Puis moi, je trouve ça extrêmement bien et sain. Peut-être qu'ils ont compris quelque chose que nous, on n'a pas compris, justement. Mais selon toi, qu'est-ce qui a causé un peu cette réalisation de burn-out aussi chez les milléniaux? Qu'est-ce qui a causé ça? Ben, je pense que c'est culturel. Tu sais, moi, ça fait peut-être 20 ans que je suis sur le marché du travail. Dans mes premières expériences de travail, je faisais du 60-70 heures semaine de façon très régulière, puis c'était convenu. C'était valorisé. OK, je comprends. Moi, aujourd'hui, si je vois des personnes faire du temps supplémentaire constamment, je leur dis, il y a quelque chose qui cloche avec son organisation du travail. Cette personne-là, soit qu'elle est complètement désorganisée ou que son employeur, il met trop de pression. Mais pour moi, quelqu'un qui fait beaucoup de temps supplémentaire, je n'irais jamais dire bravo, tu sais. Quelqu'un vient me voir, mais même... tu travailles fort, ouais, c'est ça. Ouais. Oh, wow, tu travailles fort, bravo. Moi, quelqu'un me disait, j'ai travaillé 60 heures cette semaine, je vais être comme, ça va-tu? Ouais, t'as-tu besoin d'aide? Ouais, comment ça va, la gestion de son temps? Ouais, pour vrai. Puis je pense que la gestion du temps, c'est une valeur ajoutée. Puis c'est très drôle parce que récemment, j'ai payé quelqu'un qui m'a aidé à me formuler mon horaire personnalisé pour être le plus optimal dans ma routine, tu sais. Oui. Bon, moi, mes temps personnels, quand est-ce que je veux mettre des blocs de temps, finalement, pour travailler, faire du montage vidéo, faire mes enregistrements de podcast, m'entraîner, tout ça. Juste d'être beaucoup plus structuré, me permet de faire des semaines qui sont raisonnables. Oui. Puis j'ai pas d'oubli par rapport à ça, tu sais, de tâches. Oui, puis justement, cette flexibilité-là, c'est quand même quelque chose qu'on priorise dans les organisations. C'est un petit peu l'hyper-spécialisation, l'hyper-personnalisation par rapport aux employés. On fait ça en marketing, beaucoup. Moi, je l'approche beaucoup aux ressources humaines, justement. Tu as dit que toi, tu as bâti ton horaire à toi. Exact. Puis la personne à côté, ça peut être complètement différent. Ben, c'est ça. Donc, d'être capable d'offrir cette flexibilité-là pour les employeurs, c'est assez cool. Puis aussi, c'est quand on parle aussi de diversité, inclusion, moi, je fréquente une main-d'œuvre qui est quand même assez diverse, dont neurodiverse. Puis moi, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Puis justement, les personnes qui sont soit sur le spectre de l'autisme ou un trouble d'attention,
dans un horaire conventionnel, vont être sous-performants. 100%. Par contre, si on offre la flexibilité à cette main-d'œuvre-là d'être capable justement de jouer avec leurs horaires, de prendre des pauses, de faire des sprints, c'est assez incroyable qu'est-ce que cette main-d'œuvre-là peut accomplir. Puis on se rend compte qu'ils sont juste différents de nous, mais qui ont des forces assez incroyables. Puis ça, justement, quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, d'ouvrir les portes à cette main-d'œuvre-là passe par la flexibilité d'un employeur. D'essayer de faire rentrer quelqu'un dans un mode traditionnel quand leur cerveau fonctionne différemment, ça ne fonctionnera pas. Oui, c'est ultra, ils deviennent des personnes ultra performantes. Puis en fait, c'est très intéressant parce que des gens, les gens, mettons, la routine classique de quelqu'un qui réussit, il faut se lever à 5 h du matin, il faut s'entraîner, il faut boire son kombucha, il faut bien manger et tout ça. En même temps, si toi, tu es un oiseau de nuit, puis tu es ultra performant entre, je sais pas moi, entre 8 puis 12, mais t'aimes ça te lever tard, puis t'es plus concentré, c'est moins bruyant, j'en entends souvent. Mais pourquoi ne pas fitter ton horaire de travail là? Pourquoi selon quelqu'un qui s'est dit OK, toi, faut que tu te lèves à 5, tu te couches à 9, puis ça marche comme ça, sinon t'es pas un bon employé, t'es pas un bon entrepreneur, mais c'est pas vrai, là. Ça dépend de ta vie, ton train de vie, un peu, comment tu... Ben oui, de demander à quelqu'un avec un déficit d'attention d'être assis devant un ordinateur pendant 8 heures de temps, je pense que ces personnes-là vont péter une coche. Ouais. Mais si on offre cette flexibilité-là, je pense qu'il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Puis, selon moi, on doit faire ça en tant qu'employeur. J'aimerais faire un lien avec ce sujet-là parce qu'en entreprise, je pense que c'est un petit peu plus facile de faire des changements rapides. À l'université, dans les écoles, dans le système d'éducation, c'est long. C'est long et lourd. Puis, je me demande un peu, en tant que prof, comment tu vois ça? Y a-t-il des changements qui sont en train de se faire par rapport à ça? Parce que c'est ça, la nouvelle génération vit ces changements-là. Oui, puis moi, la nouvelle génération, j'en suis fan. Gen Z, c'est un de mes sujets préférés, puis d'un bon côté, tu sais, puis justement, on en a parlé juste avant tantôt, puis pour moi, cette génération-là a plusieurs clés que nous, on n'a pas. Moi, je suis un petit peu à bout de ce que j'entends des employeurs par rapport à cette génération-là. Les gens chialent, je trouve, un peu pour rien, puis ça m'interpelle beaucoup, je trouve, de se plaindre comme ça d'une génération qui en a tant à offrir aussi, et qui arrive, tu sais, veut pas, ils s'en viennent, là. Fait qu'il faut dealer avec. Puis, je trouve que c'est une main-d'œuvre, c'est des étudiants et des étudiantes qui sont extrêmement en connaissance d'eux-mêmes. Moi, j'aurais adoré étudier dans ce milieu-là au niveau de l'inclusion. Tu sais, moi, j'ai des étudiants qui lèvent la main en disant, justement, moi, je suis sur le spectre de l'autisme, moi, je suis neurodivers, moi, j'ai un trouble de la personnalité, moi, je suis bipolaire. Puis les gens en parlent très ouvertement. Puis en parlant ouvertement, bien, ça nous permet, en tant qu'enseignants ou même en tant qu'entreprise, de s'adapter. Puis moi, avant, c'était des choses qu'on ne disait pas. J'avais de la misère même à juste faire mon coming out, mais quelqu'un qui était sur le spectre de l'autisme, un déficit d'attention ou bipolaire, n'allait certainement pas en parler ouvertement en classe. Puis ça, je le vois, ces conversations-là arrivent et il n'y a pas de toxicité, justement, par rapport aux collègues de classe. Puis ça, je trouve ça assez incroyable. Fait que quelqu'un qui est en connaissance de soi va être capable de s'exprimer pour s'assurer que les employeurs potentiels, les universités, s'adaptent à eux. C'est d'avoir une belle ouverture d'esprit aussi par rapport à ça. Puis je pense que c'est bien au niveau des employeurs, mais aussi si tu veux avoir des enfants, tu sais, comment de la manière tu veux les éduquer, mais tu veux les éduquer comme des êtres humains qui sont ouverts, qui pas de jugement, dans le respect. Oui. La bienveillance, on n'en parle pas assez. Oui, ça tente-tu de développer là-dessus, la bienveillance en entreprise peut-être? Oui, absolument. Tu sais, on parle justement de... Tu sais, moi, j'ai été élevé un peu tough love, là, tu sais, écoute l'autorité, réponds pas, fais ce qu'on te dit, etc. Puis je trouve justement que ce qui émerge au niveau de la bienveillance, justement, c'est d'être à l'écoute des autres, d'en parler ouvertement, puis de créer ce dialogue-là. Je trouve que ça vient créer plein d'opportunités, dans les entreprises, mais dans notre vie personnelle aussi, là, justement, d'y aller avec curiosité, bienveillance, non-jugement. Quand on parle de diversité et inclusion, c'est une des premières choses qu'on doit mettre en place. Qu'est-ce que tu dirais à un employeur qui vit un problème, là, over the years, de rétention d'employés? Oui. Bien, justement, comme je disais tantôt, d'aller demander, là, de sonder. Je pense que c'est un peu épeurant pour même moi, des fois, en tant qu'entrepreneur, je gère une équipe de 15 personnes, puis d'aller poser les vraies questions sur ce qui ne va pas, ça peut être super confrontant. À ton équipe, là? Oui, à mon équipe, moi, puis ils sont 15. Là. Imagine une entreprise de 300 personnes, un taux de roulement, d'aller vraiment leur demander qu'est-ce qui cloche dans l'organisation, puis en tant que dirigeant, d'être prêt à recevoir ces réponses-là, ça peut être quand même rough. Mais penses-tu que ça peut faire l'effet contraire dans le sens, hey, si je dis quelque chose de mal, je vais peut-être perdre mon poste, genre? Ou... Ben, je pense que si l'employeur demande, c'est parce qu'il veut savoir, là, habituellement. 100%. Je pense que des employeurs malveillants, il y en a de moins en moins, puis ceux qui le sont survivent pas, je trouve, dans cette économie en ce moment. Fait que
Non, je pense que de demander pour vrai puis de s'adapter après, par exemple, le seul piège, par exemple, c'est que si on pose les questions, il faut être prêt à passer à l'action assez rapidement parce qu'on crée des attentes. Si je te dis, je vais te poser des questions pour ton bien-être au travail, puis là, tu réponds des questions, tu me donnes du feedback assez constructif, puis je fais rien, bien, te poser ces questions-là va avoir l'effet contraire. Les gens vont partir encore plus. Donc, quand on pose ces questions-là à ces équipes, je pense qu'il faut être prêt à tout de suite mettre un plan d'action puis le communiquer. Parce qu'en posant les questions, on crée des attentes. C'est sûr. Hey, comment tu vois le concept de la semaine de 4 heures? J'en entends souvent parler maintenant. Puis c'est un petit 4 heures? 4 jours? 4 jours. Non, 4 heures. Ben, en fait, c'est parce que je suis en train... 4-hour work week. Exact, je suis en train de lire. Tim Ferriss, ben oui, absolument. J'y crois pas du tout, mais bon. Ah, OK. Ben, ça, c'est 2 sujets parce que tu as la semaine de 4 jours. 4 heures, j'y crois pas. 4 jours, oui, absolument. On va 2 sujets. La semaine de 4 jours, fait que 4 jours en 10 heures. 10 heures x 4. Comment on applique ça? C'est fonctionnel? Oui, ben en tout cas, la plupart des organisations que je l'ai vu le mettre en place, ça fonctionne. Okay, la productivité peut être élevée, mais encore une fois, moi, je vais toujours avec une certaine nuance. Je trouve que ça, justement, quand on parlait d'adaptabilité tantôt, là, moi, j'aime pas ça, la semaine de 4 jours, personnellement. J'aime ça, plus travailler 8 heures par jour, pas 10. Puis d'étendre mon horaire. Puis j'aime mon travail, fait que ça me dérange pas d'être là 5 jours semaine. Fait que justement, j'aime bien les entreprises qui peuvent offrir l'option versus l'imposer. Parce que c'est pas pour tout le monde non plus. Mais j'ai vu des organisations le mettre en place, ça fonctionne très bien au niveau de la productivité, là, à moins, par exemple, d'être dans des milieux manufacturiers où est-ce qu'il faut être 24/7. Là. C'est ça, ouais. Mais sinon, moi, dans mon industrie, que ce soit en gaming ou en publicité, j'ai vu plusieurs agences ou entreprises le mettre en place, ça a super bien été. That's it. Puis maintenant, par rapport à la semaine de 4 heures, je suis en train de le lire, puis moi aussi, j'avais mes retenues par rapport à ce sujet-là. Je l'ai commencé, quelques pages. Ouais. Mais comme j'essaie d'avoir en contexte d'entrepreneuriat, genre, tu te lances en affaires puis tu es rendu à un certain point que tu dis, ouais, moi, je travaille seulement 4 heures par semaine. Mais je veux dire, il faut que tu aies une structure incroyable. Il faut que tu aies des secondes, des tierces, des personnes qui gèrent certaines tâches, puis que toi, ça arrive à la fin vraiment que tu dises oui, puis non, puis that's it. Là. Exact. T'sais, mais rendu là, moi, je trouverais ça plate quasiment de faire ce genre de gestion-là, puis prendre mon pina colada sur la plage à chaque jour. Je serais pas capable, je pense. Pareil. OK, ouais, c'est ça. OK. Absolument. Ben, Tim Ferriss, en fait, cet auteur-là, moi, je l'aime beaucoup. J'écoute ses podcasts, etc. Nice. Fait que je suis pas d'accord avec son principe de 4-hour work week. En fait, c'est qu'il y a des équipes gigantesques à qui il délègue plein d'affaires. C'est un peu ça, la clé. La délégation. La délégation. Je pense que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Mais sinon, il y a quand même des beaux principes de leadership auxquels je crois, là, Tim Ferriss, quand même. Puis, fait que t'es pas d'accord parce que, justement, t'aimes trop ce que tu fais puis tu veux pas juste te limiter au nombre d'heures. Absolument. Moi, je verrais ma semaine de 4 heures de travail comme plan de semi-retraite, là. Tu sais, quand je vais être en phase-out, puis que je veux vendre mon entreprise, puis que là, je suis sur le board, genre, puis je prends des décisions, puis je délègue peut-être, là, mais sinon, pas pour moi. Non, ben c'est bien correct. Moi aussi, moi non plus. Mais je pense qu'un entrepreneur qui se lance, qui vise cet objectif-là à court terme, tu te pars pas dans un bon projet, mon cher. Je pense pas. En tout cas, si quelqu'un l'a fait, écrivez-moi, mais oui, je l'ai pas vu. On le sait, là, ça prend beaucoup d'heures pour se lancer puis créer quelque chose. Dans les premières années, du moins. Mm-hmm. Comment tu vois l'équilibre de vie? Autant personnel que travail. C'est quand même important pour moi. Je suis plus un bourreau de travail, non. Même dans mon équipe, le temps supplémentaire est pratiquement absent. Ce n'est pas des choses que je valorise. Puis je trouve que c'est extrêmement important. J'offre quand même une belle flexibilité d'horaire, puis j'encourage les entreprises à le faire. Je pense qu'en tant qu'être humain, on passe à travers différentes phases dans notre vie. Puis moi, par exemple, dans mon entreprise, j'offre la possibilité à mes employés de jouer avec leurs heures de travail. J'ai eu des personnes qui ont passé des bouts plus difficiles dans leur vie où est-ce qu'ils ont travaillé pendant un bout à 25 heures semaine, rémunéré 25 heures semaine. Prendre un petit break. J'ai des gens qui ont descendu à 30 pendant un petit bout. Il y a des gens qui vont juste jumeler les études avec leur travail, ils veulent un horaire réduit. Tant que ça fonctionne et qu'on peut bien le planifier, moi, je trouve qu'on devrait offrir cette flexibilité-là. Comment tu vois le concept de la prise de vacances illimitée? Ben c'est à double tranchant. J'ai vu plusieurs entreprises le mettre en place. Puis il y a certaines personnes qui, à cause du flou de la règle, vont moins prendre de vacances. OK. Oui, il y a eu des effets contraires qu'on a vus à des entreprises qui ont mis les concepts de vacances illimitées. Moi, par exemple, dans mon entreprise, ce que j'ai mis en place, puis ça fonctionne pour nous, c'est que tout le monde a le même nombre de vacances par année. C'est 5 semaines. Moi, je trouve qu'une personne junior est autant fatigué que quelqu'un qui est expérimenté, fait qu'on devrait tous avoir le même nombre de vacances. Puis ça, c'est un concept qui vient beaucoup de la Finlande, de la Suède, tout ça, c'est les pays nordiques par rapport aux vacances qui sont
égalitaire pour tout le monde. Vacances illimitées, oui. Je pense que ce que j'ai vu dans des entreprises, c'est qu'en moyenne, les gens prenaient 4-5 semaines quand c'est une vacance illimitée. Après ça, les systèmes autour de ça, ça peut être assez complexe. C'est glissant. Ça se fait, mais quand on le fait, il faut bien le faire, il faut bien le communiquer pour éviter justement, éviter l'abus, ça c'est rare quand même, mais éviter que les gens les prennent pas. Oui, ça arrive. Ben, ça arrive, c'est ça. Puis ça peut créer une pression aussi de performance, là, dans le sens illimité, mais à quel point c'est limité parce que tu as quand même des projets à rendre en compte. Absolument. Oui, c'est ça. OK, je prends 3 semaines, c'est correct. C'est correct. Genre, mon employeur, c'est une bonne idée? Comme, OK, dans le milieu du projet, je prends une vacance. C'est comme, c'est pas faisable. En tout cas, moi j'ai ma mentalité, je commence quelque chose, je le finis, éventuellement. Mais de l'arrêter, de mettre sur pause, à moins que tu trouves quelqu'un pour remplacer. Il y a d'autres manières, mais c'est différentes mentalités que je regarde un peu mes parents, puis mon père, puis ma belle-mère, mon père, puis ma mère sont entrepreneurs. Mais toutes ces conceptions-là, justement, d'avantages sociaux, puis de la flexibilité, puis cette perception-là de Gen Z versus Gen X, mettons. Travaille pas fort, tu mets pas assez de temps, whatever. Il y a quand même cette perspective-là, autant employeur qu'entrepreneur, c'est fou. Là. Oui, absolument. C'est encore là, ces mentalités-là. Ouais. C'est fou. Puis c'est des gens qui gèrent des entreprises aussi, tu sais. Mais là, c'est plus les boomers aussi qui commencent à laisser leur entreprise. Fait que je pense que ces belles mentalités-là vont être implantées davantage. Je sais pas comment tu vois ça aussi, parce que là, il va y avoir un gros virage d'entreprise à reprendre, tu sais. Absolument. Puis tous les concepts, justement, de rémunération globale sont en train de changer. Les avantages qu'on offre dans les entreprises sont en train de changer, justement, oui, à cause de ce que tu viens de dire, mais aussi, justement, pour répondre à une demande d'une main-d'œuvre qui est vraiment changeante. Puis on le voit définitivement. Puis je pense que les entreprises qui ne le font pas survivront pas. Non, c'est ça, à travers le temps. Puis selon toi, selon les candidats un peu... la réalité du marché en ce moment au niveau des candidats, est-ce que tu vois qu'un candidat serait prêt à à prendre un salaire moindre, en fait, mais travailler moins? Oui, ça, on le voit. Plutôt que d'avoir un supplément de revenus pour travailler plus. Fait que, les gens sont prêts à faire moins, mais avoir une meilleure qualité de vie. Absolument. Puis on le voit beaucoup dans les organisations. En ce moment, nous, on est dans des industries où est-ce qu'il y a des gros joueurs internationaux qui viennent s'établir à Montréal. Il y en a plusieurs qui ont des stratégies, justement, de rémunération assez agressives. On a vu qu'ils ont dérangé le marché dans certaines industries puis en offrant des salaires faramineux à une main-d'œuvre qualifiée. Puis on voit beaucoup des gens qui vont dans ces organisations-là, s'épuisent et reviennent dans les organisations un peu plus équilibrées avec des salaires un peu plus bas. Fait que ça, on le voit quand même, là. Ouais. Avant qu'on finisse l'entrevue et les dernières questions, au niveau de... As-tu des projets personnels en dehors de ton entreprise que tu veux développer qui te tient à cœur un peu? Personnellement, j'ai fait des études en coaching récemment, il y a quelques années, puis c'est quelque chose qui m'a changé vraiment beaucoup. Moi, en fait, en tant qu'entrepreneur, pendant un bout, j'ai vécu beaucoup d'anxiété. Ma santé mentale a écopé pour plusieurs raisons. Puis j'ai consulté une coach parce que je me sentais très seul en tant qu'entrepreneur. On en vit beaucoup, on en parle beaucoup de la solitude des entrepreneurs parce qu'à un moment donné, on vit des choses puis on ne sait pas à qui en parler. On a l'impression qu'on va gosser le monde. Est-ce qu'on en parle à son équipe? Ben non, on ne veut pas les stresser. Est-ce qu'on en parle à sa famille? On ne veut pas les gosser non plus. Donc moi, je me suis retrouvé extrêmement seul. Puis je suis allé chercher du coaching, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé. Puis j'ai fait, mon Dieu, c'est quoi cette job-là? C'est malade, cette pratique-là, il faut que je le fasse. Tu veux dire en coaching? En coaching, oui. Puis je me disais, je veux être coach. Puis là, je me suis mis à faire des recherches. Puis j'ai fait ma formation il y a 2 ans. Puis là, j'en fais du coaching. Non seulement ça m'a transformé en tant qu'individu de faire cette démarche-là, mais j'adore l'impact que ça peut avoir sur les gens. C'est une science qu'on connaît peu, le coaching. C'est quand même assez galvaudé aussi. N'importe qui peut être coach dans la vie, on dirait. C'est clickbait le mot, malheureusement. C'est vu péjoratif. Absolument. Mais la pratique pure de coaching, certifiée par une institution, c'est très puissant. C'est très cool pour les entrepreneurs. C'est-tu un avenue de ta retraite que tu aimerais développer? Oui, absolument. Ça vient avec enseignement, coaching, etc. J'adore ça. Mais là, c'est ça. Mais je pense que tu as ces 2 modes d'enseignement. Tu as le coaching qui est on your own, puis tu as l'enseignement universitaire. Je dirais pas qu'est-ce que tu préfères, mais qu'est-ce qui est un petit peu plus envisageable pour toi au niveau retraite? Le coaching, c'est quelque chose que je vois vraiment faire, surtout avec d'autres entrepreneurs. Avec les années, je pense que je développe des choses. C'est sûr qu'en tant que coach, on ne peut pas vraiment donner des conseils non plus. On est plus là pour accompagner la personne à bâtir ses propres initiatives. Mais le coaching, c'est définitivement mon plan de retraite.
J'aime ça. Très le fun comme pratique. Moi, j'adore ça. Ah ouais, c'est vraiment cool. Puis faire des conférences aussi, j'imagine, ça doit être valorisant. J'en ai fait quelques-unes dans des écoles secondaires, puis j'ai aimé l'expérience. Là. C'est comme... Oui. C'est le fun. Je sais pas, est-ce que tu étais une personne introvertie ou très extravertie. Très extravertie à la base. Fait que c'est venu tout seul un peu? Oui, c'est venu tout seul. Je donne des conférences, des formations, tout ça. Je suis très à l'aise devant le public. Ouais. Très cool. Écoute, mon cher, 2 dernières questions pour toi. Ouais. On a brainstormé tantôt un petit peu sur ta réponse. Un conseil que tu aimerais donner à un jeune, une jeune qui sort de l'université, qui cherche un emploi, mais qui est un peu stressé du contexte actuel, qu'est-ce que tu lui dirais? Oui, bien, justement, rester fidèle à soi-même, je pense que c'est quand même quelque chose qui est super important. Je parlais tantôt de quand on fait ce qu'on aime, ça paraît. Je pense justement, en tant que candidat ou candidate, d'essayer de trop s'adapter à une demande versus faire qu'est-ce qu'on aime. Je pense que c'est quelque chose qui peut être un piège. Donc, de demeurer soi-même, justement, dans tout le processus, va faire en sorte qu'on va se démarquer en tant que candidat ou candidate. J'aimerais que tu amènes un deuxième conseil, mais pour la perspective de quelqu'un qui voudrait se lancer en affaires. Oui. Qui sort des études aussi. Oui, s'entourer. Moi, je suis entouré de personnes extraordinaires, que ce soit des mentors, des personnes. Moi, je suis pourri en finance. Je suis entouré de bonnes personnes, justement. C'est important d'avoir des personnes. Oui, en finance, puis des cercles d'échange aussi. Tu sais, je pense que je suis chanceux de collaborer avec d'autres entrepreneurs, puis de parler de cette réalité-là ensemble par rapport à des cercles d'échange. Moi, je trouve ça super, super le fun de penser qu'on connaît tout, puis qu'on peut tout faire. Je pense que ça peut être un gros piège, puis de s'entourer des bonnes personnes, de faire confiance. C'est impératif dans ce métier-là, je pense. Tu as dit tantôt aussi que tu avais tendance à rester seul aussi, puis de cloîtrer un peu. Puis moi, j'ai vécu ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en affaires qui disent « faut que je laisse de côté, j'ai pas le temps, faut que je sacrifie mon temps avec mes amis, ma famille, parce qu'il faut que ma priorité, c'est mon entreprise, puis je mets tout de côté pour réussir à aller chercher de l'argent le plus possible. » Mais au bout de la ligne, après un certain temps, t'es comme tu t'épuises, puis c'est-tu ça la vie, tu sais? Oui, absolument. Right? Ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu la peine, tout sacrifier ça pour faire plus d'argent au bout de la ligne? En tout cas, moi, je trouve ça poche un peu comme mentalité. Oui, entourez-vous des bonnes personnes. Absolument. Faire confiance, déléguer. Oui, déléguer, oui. Ouais, c'est important. Tim Ferriss le dit souvent. Là, mais déléguer, mais je pense qu'il y a un petit astérix à ça. Quand tu te lances, on dit souvent, tu sais, tu as un contrat, mais délègue ça à du monde, tu n'as pas besoin de le faire, mais puis tu comprends pas. Mettons, c'est un bon exemple, les finances. Oui, engage un comptable, OK, mais comprends qu'est-ce qu'il dit. J'apprends énormément. Oui, c'est ça, tu sais, comprendre au moins les bases, parce qu'on porte tous les chapeaux. Marketing aussi, même principe. Comprendre ce qui se passe sur tes pages de réseaux sociaux, sans savoir comment le montage fonctionne, mais c'est quoi l'impact, tu sais. Fait que, ouais. Ben, c'est ce que j'aime de mon métier, j'apprends tout le temps. Ouais, c'est ça. Dernière question. Oui. Un petit peu plus deep, puis ça peut être difficile aussi à répondre, mais ça serait quoi l'impact que tu voudrais avoir sur la société? C'est sûr que là, tu as le coaching, tu as ton entreprise aussi, là, c'est très humain. Les causes que tu aimerais peut-être investir, ça ressemble à quoi ton impact que tu vas avoir sur la société québécoise? Ben, j'ai parlé tantôt de ma santé mentale. Tu sais, ça n'a pas super bien été pour moi dans les dernières années. Je suis allé chercher de l'aide, je suis super bien entouré. Premièrement, j'ai décidé d'en parler. Tu sais, moi, au début, quand j'avais mon trouble anxieux, j'avais honte. J'avais honte d'en parler parce que je me disais, je suis privilégié, je suis bien entouré, j'ai une bonne famille, j'ai une maison, etc. Puis je vivais beaucoup, beaucoup d'anxiété, fait que je voulais pas en parler. Puis quand je me suis mis à en parler, je me suis mis à aller mieux. Puis je me suis ramassé aux nouvelles avec Patrice Roy à parler de ma santé mentale pendant la pandémie. Puis je trouvais que c'était un chemin quand même assez extraordinaire de parler de tout ça, justement, puis d'essayer de briser le mythe là, de l'entrepreneur super-héros qui connaît tout ça, qui est solide. 100%. Fait que je pense de parler de cette vulnérabilité-là, pour moi, je pense que j'ai eu un impact sur les gens. Ça a eu un impact incroyable sur moi, juste d'en parler. Mais je pense que si je suis capable d'avoir cet impact-là aussi sur d'autres personnes, ça peut faire des petits et des merveilles, justement. Là. Fait que je pense que j'ai parti mon entreprise pour faire les choses à ma façon, d'être vraiment moi qui je suis, puis de le faire rayonner. Je veux que mon équipe le soit aussi. Puis j'aimerais que les collaborateurs qu'on a, les clients, tout ça, apprennent de ça, puis qu'ils fassent ça aussi, là, justement, au niveau de la vulnérabilité, puis d'être eux-mêmes dans leur travail, tu sais. C'est tellement une belle fin, puis j'aimerais juste finir sur une question bonus. Ouais. Un livre que tu aimerais recommander à un jeune? J'ai beaucoup aimé
The Four Agreements, les 4 accords. Ah, je connais pas. C'est quel auteur? Miguel Ruiz, l'auteur. OK. Ça parle de 4 règles dans la vie qu'on devrait avoir. Au début, quand j'ai lu ce livre-là, je les avais imprimés. Je les regardais tout le temps. Donc, c'est 4 conseils super simples que pour moi, ça a quand même été un game changer par rapport à ça. Donc, les 4 accords de Miguel Ruiz, là, c'est un livre excellent. Guys, allez voir ça. C'est intéressant. Des fois, je pose cette question-là parce que ça dépend de la personne si elle lit des livres et tout. Là. Mais merci encore de ton passage. T'as-tu aimé ton expérience? Oui, super le fun. J'ai hâte de revenir. Ben oui, puis oui, tu vas revenir. Mais d'habitude, c'est un 6 à 12 mois. Une affaire de genre pour faire un part 2. Qu'est-ce qui se passe? Les nouveautés et tout ça. J'ai vraiment aimé ça. C'était très cool de discuter avec toi. On avait jasé sur Google Meet. J'avais hâte qu'on se rencontre pour vrai. Fait que merci encore. Merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.